Ensuite, au niveau de l'investissement, en fait, on se rend compte qu'il y a un problème de temporalité. C'est-à-dire qu'on a de l'IA qui est encore à un petit peu un niveau euh, atomique. On a une évolution technologique progressive qui va très vite quand même, hein. Mais du coup, entre la temporalité qui est rapide et en même temps, il faut aussi emmagasiner ses connaissances. Parce que si tous les 6 mois, on doit tout revoir de l'IA, parce qu'on est quasiment en train de tout revoir tous les 6 mois, en fait, alors moi je suis dans la tech, hein, je suis dans le côté technique, mais des gens qui sont plutôt à niveau cadre et voire même investissement, ils sont largués. Ils peuvent être, enfin, moi je comprendrais qu'ils soient largués. Donc il y a cette temporalité de l'investissement qui est un enjeu majeur quand on est investisseur, de savoir est-ce que, en plus il y a 36 000 solutions sur le marché, quelle est la solution qui vend le plus? Je voulais faire donner l'exemple de Mistral qui est à son 3e appel d'offres, enfin 3e appel de crowdfunding, et là ils l'ont bouclé la semaine dernière, hein. Ils ont encore investi plusieurs millions d'euros, de dollars, je crois. Donc ils ont encore un 3e fonds qui arrive pour encore plus développer Mistral, qui, je le rappelle, a fait le premier modèle Mixture of Experts, hein, donc c'est quand même une sacrée révolution. C'est un des bons de l'IA quand même. Après OpenAI avec tous ces modèles-là, il y a eu quand même ce rebond assez fou. Et puis il y a eu Copilot aussi, Copilot de Microsoft, qui est un bond aussi en avant sur des technologies notamment de multi-agents. Là, multi-agent, je parle pas des Mixture of Experts, hein, je parle du multi-agent avec plusieurs IA qui peuvent communiquer entre elles et qui développent des connaissances. D'ailleurs, j'en avais pas parlé en cybersécurité, mais c'est un des gros dangers. C'est-à-dire qu'au niveau de l'exploitation, encore un petit virus type Stuxnet où on a un agent intelligent qui se balade sur Internet, c'est pas si dangereux que ça. Mais en fait, on se rend compte que si on met dans une machine 2 IA qui communiquent entre elles, avec des spécialités différentes, ça commence à être rapidement un danger. Et en fait, on sait même pas parce que on parle de Terminator. Bon, Terminator, j'y crois pas beaucoup, mais je pense que ce serait plutôt ciblé, c'est-à-dire que ce serait volontaire dans ce cas-là. Ce serait un humain qui aurait décidé de détruire une cible ou de détruire un pays ou de détruire, voilà, qui aurait un objectif de destruction, voire de vol de données, voire voilà, un détournement de différentes natures, que ce soit les données, détournement de fonds. D'ailleurs à ce niveau-là, ah oui, c'est vrai, j'ai pas parlé, hein. Cybersécurité, c'est super important, ça aussi. J'ai pas parlé des deepfakes, enfin des voix et des images qui copient celles d'un proche. Et il y a eu énormément de cas récemment de gens qui ont été appelés par leurs enfants, leurs parents, leurs amis, qui demandaient de l'argent. Et la personne avait une vraie voix au bout du fil. Il y a eu ça, il y a une entreprise aussi où le salarié a commis un impair, mais qui se comprend, c'est qu'il avait reçu un lien visio de son patron, donc il allait sur le lien visio, son patron était au milieu d'autres investisseurs qu'il connaissait pas, hein, et son patron lui a demandé dans cette visio, est-ce que tu peux envoyer de l'argent, plusieurs millions de dollars, à telle adresse, voilà, tel compte en banque. Fais-le maintenant. Et il l'a fait. Il a envoyé cet argent donc à un pirate informatique. On n'a pas retrouvé je ne sais pas s'ils ont retrouvé la trace, mais en tout cas, il a réussi en reprenant simplement une vidéo interne à l'entreprise qui est celle d'une visio, à le détourner pour passer un message à une personne de l'entreprise qui avait la possibilité d'envoyer de l'argent. Et donc ça, c'est un risque majeur de cybersécurité, autant pour les particuliers, comme je disais des exemples d'un ami qui t'appelle pour de l'argent, ou carrément le patron en personne. Donc là, ça se comprend qu'en tant que salarié, tu te dis, bah oui, je vais faire ce que me demande mon patron, quoi. Donc il va falloir renforcer aussi ces sécurités-là, et c'est une des limites de l'IA. Donc j'invite à si vous êtes auto-entrepreneur, entrepreneur dans vos grosses entreprises, petites entreprises, PME, PMI, à renforcer votre sécurité interne, à vous poser bien la question, est-ce que déjà vos visios sont sécurisés? Est-ce que quand vous invitez quelqu'un
Enfin, ces données-là ne se baladent pas sur Internet comme ça. Est-ce qu'il y a des normes de sécurité? Est-ce que voilà, faites en sorte de protéger votre business et parce que ça, c'est un risque quand même assez majeur et on va devoir en avoir de plus en plus. L'attaque par humain, on a des failles hein, en tant qu'humain, mais là on passe à un autre stade, c'est-à-dire que le deepfake va même à un niveau d'autorité carrément. C'est le patron qui peut nous parler. Donc voilà, faites attention à vous. Et donc au niveau de l'investissement, quand on parle de temporalité, je parlais donc les principes de levée de fonds, enfin l'idée des levées de fonds qui sont de plus en plus à même, enfin qui vont être de plus en plus communes, Mistral étant à la troisième. Il va y avoir aussi des enjeux d'investissement au niveau de sécurité, de cybersécurité. À côté de ça, d'un autre côté, il va y avoir, comme on disait, une suppression des emplois, donc une baisse des coûts. Progressivement, l'investissement dans l'IA, c'est un objectif de baisser les coûts. On va arrêter de payer un salarié pour remplir 3 formulaires sur une durée d'1 semaine. Quand déjà à l'époque, on pouvait mettre un employé un petit peu plus énergique qui le faisait en une demi-journée. Voilà. Mais là, on va être carrément à un niveau dessus, c'est que l'IA sera carrément beaucoup plus rapide et qu'en moins de 2 heures, on aura fini une dizaine de dossiers. Voilà. Donc on est à ces niveaux de... Alors c'est pas une limite, c'est juste que c'est plutôt un objectif, mais il faut pas oublier qu'en baissant ces coûts-là, bah, on peut aussi perdre en... Comment on appelle ça? Pas en originalité, mais en valeur d'entreprise. On a une valeur ajoutée dans l'entreprise, donc il faut voir si cette baisse de coûts n'entache pas aussi votre valeur ajoutée. Ensuite, dans les limites de l'investissement, on a tendance maintenant à automatiser tout, puisque comme je disais, on peut faire des workflows de tout. Mais il faut pas oublier dans cette limite d'automatisation que il peut y avoir des défauts. Et des défauts, il faut pouvoir les surveiller. Et donc, une des solutions, c'est de tout loguer, certes, mais aussi d'avoir un humain qui, derrière, vérifie quand même cette automatisation. Il s'agit pas simplement de laisser l'IA prendre des décisions comme ça, en espérant qu'il fasse jamais d'erreur. L'IA aujourd'hui fait beaucoup d'erreurs, et quand on ne sait pas les données d'entrée, ou qu'on n'est pas sûr à 100% des données d'entrée, ben, il vaut mieux vérifier toutes ces données, même par un humain, même si ça prend un peu de temps, même si on essaye de baisser les coûts, bah on est voilà, pour avoir de la qualité en fait automatisée, il y a quand même derrière un objectif de qualité. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une vraie raison à cette automatisation et que derrière cette automatisation ne fasse pas perdre en qualité les moyens de production. Voilà, donc ça c'est une limite aussi à garder en tête, surtout qu'on ne sait pas forcément, quand on n'est pas dans le métier, d'autant plus, quelles sont les limites de tel ou tel modèle. Il y a des gens qui me parlent toujours d'un modèle en particulier, ChatGPT, ou voilà, voilà. Mais il y a d'autres modèles, donc il faut voir aussi en fonction de l'évolution. DeepSeek, par exemple, que beaucoup de gens connaissent beaucoup moins, c'est un modèle qui est plus orienté sur la logique, sur les mathématiques et la programmation. Beaucoup plus évolué que enfin encore ChatGPT 4o est quand même assez évolué de ce côté-là, mais d'autres modèles comme Claude sont pas forcément idéaux pour ce genre de tâches. Donc c'est important voilà de toujours vérifier cette qualité aussi. Ensuite, une des limites, et là j'en reviens au coût écologique et à la sécurité des données personnelles et propriétés intellectuelles, il y a le fait que quand on passe par des solutions cloud, bah en fait il y a un nombre limité de fournisseurs. Donc ce qu'on appelle les offres cloud, et surtout les offres cloud, principalement, on a les GAFAM qui proposent des machines virtuelles donc des VM, des machines virtuelles en ligne, et qui permettent de faire tourner ces modèles d'IA, faire de l'entraînement, sachant que, comme je disais, il y a besoin de beaucoup de ressources. Donc on a 3 aujourd'hui leaders sur le marché. Il y a Azure, donc Microsoft, il y a Amazon et il y a Google Cloud. Et en fait, quand on regarde les offres, il y a quasiment que ces 3-là qui reviennent sans arrêt. Il y en a d'autres, mais il y en a aussi beaucoup qui exploitent, qui utilisent indirectement les GAFAM. Facebook propose pas encore, Apple non plus, mais ça pourrait venir.
Et donc, même des offres cloud qui pourraient se dire indépendantes, bah, finalement, ça renvoie sur des services en ligne d'Azure, Amazon et Google. Donc, ça veut dire que la propriété de nos modèles dépend de ces 3 grandes entreprises. Et ça, c'est un risque majeur pour nos données personnelles et également pour notre liberté à utiliser la technologie. D'autant que moi, j'ai essayé de... Je me suis inscrit depuis longtemps sur Google Cloud et Amazon. Et je me suis inscrit récemment sur Azure. Enfin, j'avais déjà un compte sur Azure, mais je l'exploitais pas. Mais j'ai dû demander à Amazon et à Google Cloud un accès au VM GPU. Il faut faire une demande explicite et qui est validée par l'équipe de gestion d'Amazon et de Google Cloud. Donc ça veut dire qu'on peut même pas utiliser de base en s'inscrivant sur Google, Amazon avec ses identifiants, mettons sa carte bancaire, enfin ses données bancaires, bah on peut même pas accéder au GPU de base. Il faut le demander. Donc effectivement, il y a des solutions comme Vastai qui permettent d'avoir accès à une plateforme qui va utiliser Google Cloud derrière, ou c'est la force de Vastai d'utiliser des machines qui sont Vastai qui sont de particuliers, mais sinon, on est un peu limité par le fait que en termes de proposition de services, il n'y a pas assez sur le marché. Donc la seule solution, c'est effectivement sinon de trouver une méthode en local pour l'héberger soi-même et donc de plus dépendre de ces gros groupes, ou alors d'utiliser une offre cloud qui elle va pareil. Enfin, je veux dire, au niveau des données personnelles, on ne sait pas ce qui va être stocké en entrée de Google Cloud, Amazon et d'Azure. C'est-à-dire qu'ils ont la possession de nos modèles. Et je pourrais en rajouter un autre qui est Hugging Face aussi, qui quasiment a tous les modèles en ligne. Hugging Face, même GitLab, GitHub. Voilà, ils ont enfin, je vais le mettre à côté parce que c'est pas le même genre de service, mais c'est des services qui aussi ont accès à nos données de modèles d'IA. Donc pareil pour les données d'entreprise, bah c'est pas forcément. Faut faire attention. Voilà, c'est une des limites aussi à prendre en compte quand on fait du développement d'IA. Mettez aussi il vaut mieux utiliser aussi des environnements privés où seuls les gens de l'équipe de travail, des développeurs, ont accès à ce repo, ont accès à ces données-là. Pas le rendre public. Voilà. Ensuite, là on va parler de la grande famille de la qualité de la connaissance. On a des IA qui sont capables de générer du texte, des images, du son, de la voix, etc., des vidéos, de la 3D, des modèles 3D. Mais quelle est la qualité de ces connaissances? Et là, il y a un gros problème, il y a un gros gap. C'est-à-dire que notre objectif en tant qu'utilisateur d'IA, c'est d'avoir des données précises. Je m'explique. Données précises, qu'est-ce qu'on entend par là? On va avoir par exemple des dates. Il faut pouvoir ressortir des dates précises. Quand on va demander, question simple, quand est né George Washington? Si on lui pose la question à l'IA, on s'attend à avoir une vraie date de naissance, un vrai lieu de naissance, mais surtout une vraie date. C'est-à-dire que si déjà il se plante sur la date, on va se dire, qu'est-ce que l'IA n'est pas fiable? L'IA déjà ne répond pas correctement à notre question. Parce que la date, c'est peut-être l'élément le plus facile à vérifier, on va dire. Et surtout le plus important. S'il est né en 1840, non, je sais plus quand il est né, c'est une bonne question. Quand il est né, j'avoue que j'ai oublié de chercher. Donc il est né en 22 février 1732 à Pope Creek. Ça doit être c'est en Angleterre, non? Ah non, c'est aux États-Unis. C'est aux États-Unis, donc autant qu'on sache pas, que l'IA ne sache pas qu'il est né en Virginie, dans le comté de Westmoreland, on s'en fout un peu. Par contre, qu'il soit né en 1732, c'est un peu plus intéressant, parce que ça nous pose déjà l'idée que c'est un personnage historique du XVIIIe siècle. Voilà, donc c'est quand même un élément plutôt important. Donc quand l'IA nous répond déjà une mauvaise date, déjà on peut se poser la question de la qualité de l'information. Si derrière en plus il répond même pas comté de si derrière on se dit la date est pas bonne, ok, on va voir le contexte. Il est pas né dans le comté de Westmoreland, mais il est né, je sais pas, à San Francisco,
Non, du coup c'est pas de la qualité quoi. Et aujourd'hui en fait on voit avec les IA que suivant les données d'entraînement qu'on lui donne et suivant également son taux de remplissage, la façon s'il est spécialisé plutôt dans tel ou tel personnage historique, il va mieux répondre, alors que si s'il a eu moins de connaissances, moins de corpus, moins d'infos sur un personnage, il va moins pouvoir répondre sur le personnage. Je pense que on demande à ChatGPT de George Washington, il va connaître un peu plus le sujet que si on lui pose la question sur Macron peut-être, sur Hollande par exemple. Je pense que le gap est différent parce que il y a sûrement beaucoup plus d'ouvrages faits sur George Washington que sur Hollande par exemple. Donc c'est des questions qu'il faut aussi se poser dans les limites de l'IA, c'est est-ce que les données sont précises? Et là, il y a un gros gap. C'est pour ça qu'on a découvert des méthodes et qu'on a innové à ce niveau-là, qu'on appelle des Retrieval Augmented Generation. Donc ça, c'est des solutions pour obtenir des données précises. Retrieval Augmented Generation, donc les RAG, sont des méthodes en fait qui permettent, en entrée, on a des corpus de données donc sur un personnel, par exemple là George Washington, et sur un autre sujet aussi, qui vont être transformés dans une BDD vectorielle, une base de données vectorielle. Alors c'est un peu différent des bases de données qu'on a l'habitude d'utiliser quand on développe un site web ou qu'on utilise un logiciel de gestion, parce que là en fait tout va être vectorisé. Tout va être dans des données qui seront capables en fait d'avoir des relations. C'est-à-dire qu'une image qui ressemble à une autre va être à proximité dans la base de données vectorielle. C'est important. Et en fait, on va pouvoir l'interroger. Une fois qu'on a les données à l'intérieur, on va pouvoir lui poser une question et il va nous donner un contexte de réponse. Et grâce à ce contexte, on va le donner à l'IA et elle va améliorer la réponse à partir de ce contexte en donnant un contenu donc plus fiable. L'objectif, c'est de donner un contenu plus fiable. Donc ça, c'est une première solution, et en fait, on se rend compte qu'on est après un peu limité, parce que suivant les types de questions, si c'est des relances, si c'est... en fait, on n'a pas forcément... Et puis, en plus, il faut un petit peu encoder toutes les questions-réponses. Comme la vidéo précédente où je montrais un dataset de questions-réponses, dans ce cas-ci, en fait, il faut penser à toutes les questions-réponses qu'on doit utiliser, que potentiellement l'utilisateur pourrait poser. Et donc, on a été vite limité par cette méthode, et donc on a inventé le Knowledge Graph, une version améliorée donc qui est aussi une méthode de RAG, mais qui fonctionne d'une autre manière, c'est qu'il y a une base de données en graphe. Il y a un graphe, on utilise un graphe. Et la différence, c'est que quand on l'interroge, en fait, on va obtenir une liste de connexions. Donc, dans le cas où on veut obtenir la date de naissance de George Washington, en fait, on va donner le nom de George Washington, on va lui demander la date de naissance, et par connexion, en fait, il va essayer de chercher un nœud où on va avoir, par exemple, un nœud où il y est George Washington, comme ça, George Washington, et une date de naissance, donc c'était 1732. Donc 1732, voilà, peut-être un poil, ouais, enfin on sait que c'est 1732, et ensuite, en fait, on va dire que ça c'est une liaison de naissance, birth. Médium. Et du fait de cette relation, quand on va interroger, on va lui dire, en fait, dans la requête, on va lui demander George Washington, link, birth. Et il va nous trouver 1732. Et grâce à la magie de ces graphes-là, en fait, on peut avoir des connexions un petit peu intelligentes, puisque ça permet déjà d'avoir un début de réponse. Alors par exemple là c'est la naissance, mais en fait on peut imaginer évidemment sa mort également. Hop, ici. Donc là la connexion ça va être la mort. Tac. Et donc là il est mort en 1799, hein, c'est ça? J'ai bien retenu, 1799. Évidemment ça peut être l'année, ou ça peut être le lieu, ça peut être le jour, le mois, l'année. Voilà. Donc après, il faut voir comment on encode ça.
Une des problématiques des knowledge graphs, c'est qu'effectivement aujourd'hui on n'a pas des outils qui permettent de réellement tout automatiser, et donc on a un peu une autre limite derrière cette limite-là. Donc la première limite, c'était les données précises qu'on n'a pas tout le temps, avec le modèle d'entraînement classique où on utilise simplement un modèle. Mais aujourd'hui, on a en plus avec les knowledge graphs une limite où l'utilisateur doit revoir son knowledge graph visuellement, parce que sinon on n'a pas forcément les bons résultats. Et donc de la même manière que ici cette méthode où on a un contexte, on va utiliser ces connexions pour générer un contenu fiable. Voilà. L'IA va utiliser cette connaissance-là pour ajouter un contenu fiable. Alors on peut imaginer un knowledge graph qui est dynamique, où l'IA a la capacité de modifier le knowledge graph comme il le souhaite. Ça c'est possible, hein, puisque en fait on utilise des requêtes spécifiques pour interroger le modèle de graphe. Et en fait ChatGPT comprend très bien ce modèle-là, donc il peut très bien requêter ce qu'il veut dessus, donc mettre à jour les graphes et requêter pour avoir des informations, on va dire, précises. La chose à noter dans cette solution, c'est qu'il y a toujours plusieurs étapes de traitement. La première, l'utilisateur pose une question. La deuxième, c'est que cette question, elle est réinterprétée pour avoir une meilleure question. Là, on entend pour l'utilisation du knowledge graph, typiquement une requête. La requête va être exécutée sur le graphique et on va obtenir des connexions en sortie qui vont représenter à peu près ça. Mais qui vont être résumées, c'est-à-dire ça va être textuel derrière, hein, c'est une connexion mais textuelle. Donc au final, on va avoir un contexte. Et ensuite, ce texte va être utilisé pour l'IA, donc on va reprendre ce contexte, on va reprendre la question, et on va demander à l'IA de répondre à la question. Sachant que dans la fenêtre de contexte, on va avoir les questions précédentes, les réponses précédentes, le contexte qu'on a récupéré, et la question qu'on pose. Et en fonction de ça, l'IA va faire une réponse générale pour répondre correctement à la question posée. Voilà. Donc ça, c'est des solutions aujourd'hui proposées, sachant que déjà pour obtenir des données plus précises, on peut aussi, par exemple, je disais, les calculs mathématiques, vaut mieux pas les faire dans l'IA, parce que si c'est des petits calculs, si vous faites des multiplications basiques, il n'y a pas de problème, des additions, des soustractions, des divisions, il n'y a pas de problème, hein. Pourquoi? Parce que déjà il a une connaissance générale, donc il peut avoir déjà des formules mathématiques en tête. Ensuite, même d'un point de vue géométrique, mais là je parle plutôt arithmétique, hein. Arithmétique, on parle d'infini, on parle de nombres, avec différentes natures de chiffres, de nombres. Donc effectivement des normes, enfin des calculs dont on connaît de manière générale. Par exemple, si vous demandez l'équation de la relativité restreinte, relativité générale, celle d'Einstein ou d'autres aussi par exemple l'équation de Schrödinger, vous allez avoir la bonne formule, c'est-à-dire que l'IA sera en capacité de vous la ressortir proprement. D'un point de vue données précises, là on est plutôt bon. Mais quand on va devoir calculer l'équation de Schrödinger avec des vraies données, ou je sais pas si on peut le faire avec l'équation de Schrödinger. Je suis pas assez calé là-dedans, mais par exemple, si on a une équation, des formules pour calculer des fluides, la façon dont les fluides réagissent. Ça, c'est un des gros problèmes en mathématiques, où quand on a un fluide, on sait pas comment le fluide se compresse, s'étend, etc. en fonction, en plus de l'aspect rugueux du liquide. Et de la densité du liquide, on n'a pas les mêmes propriétés physiques, on va dire, du comportement. Et en fait, on va avoir des différents vecteurs à simuler. Et si on demande à une IA de calculer des formules précises à ce niveau-là, elle sera incapable. Donc dans ce cas-là, je recommande des contextes applicatifs différents. Comme par exemple, pour les images, avant d'avoir du multimodal, ce qu'on faisait, c'est qu'on détectait, l'IA détectait qu'il y avait un besoin de générer une image. Et au lieu, elle peut pas le générer, donc elle va faire appel à un service externe, génération d'images, donc comme DALL-E, comme Stable Diffusion, on va générer l'image indépendamment du modèle principal. Voilà. Évidemment, avec le multimodal, ça va complètement changer la donne, hein. Le jeu va être complètement différent. Game changing. Mais voilà, la solution, et quand on a des formules mathématiques, c'est de le passer dans une calculette en fait.
passer dans un algo, passer dans quelque chose qui est algorithmiquement plus de l'intelligence artificielle, en tout cas plus en tant que telle, mais une formule très précise qu'on peut tester en test unitaire et qui donne le bon résultat. Voilà. Donc ça, c'est la solution aussi aux données précises. Et c'est vraiment un élément central quand on utilise l'intelligence artificielle aujourd'hui. Il ne s'agit pas de laisser l'IA dire n'importe quoi, surtout dans un contexte professionnel. Je pense au chatbot, par exemple. Il y a eu des cas de chatbot qui disaient n'importe quoi. Pour une agence d'aviation, notamment, je crois que c'était au Canada, où le bot a dit n'importe quoi à un client. Et en fait, le client, du coup, croyant que c'était une vraie information, il a continué, il a fait ce qu'on lui a demandé, ce que l'IA lui conseillait de faire. Et il l'a fait. Et donc, quand il s'est retrouvé derrière l'entreprise qui lui aura dit mais non, enfin c'est pas possible. Et là, il leur a donné une capture d'écran du chat qui lui a donné ce conseil-là. Alors je ne sais pas, je crois qu'il a porté plainte. Enfin, en tout cas, cette affaire est assez révélateur de l'importance de la qualité de la connaissance. Et quand on indique quand on dit données précises, évidemment il y a les données type date qui sont importantes, mais il y a aussi les contextes. Le sujet, si on pose une question précise sur ce qu'a fait George Washington, on s'attend à ce qu'on ait un vrai état de sa carrière et de sa carrière politique et de tous ses engagements. Donc si derrière il nous dit qu'il est allé, je sais pas, se perdre dans la forêt d'Amazonie, non, voilà, c'est quelque chose de factuellement faux. Donc c'est aussi une donnée précise à ce niveau-là. Donc il y a ça, il y a aussi le fait des données comptables ou des données personnelles. Par exemple, si un utilisateur demande dans un chatbot combien m'a coûté la facture, il faut lui redonner le chiffre précis de la facture. Faut pas qu'il y ait un calcul fait dans l'IA qui lui donne le chiffre de la facture. Donc là, on a des méthodes de Retrieval Augmented Generation. Évidemment, c'est plus large que simplement une BDV vectorielle, c'est aussi passé par un contexte applicatif. Ça en fait partie aussi, c'est des méthodes où on va passer plusieurs fois dans l'IA, en fait. Première fois pour expliquer mieux la question, pour clarifier la question. Une autre fois pour peut-être améliorer même la réponse, faire une première analyse de la réponse. Et en troisième, la réponse finale. Qu'est-ce que l'IA, qu'est-ce qu'attend l'utilisateur finalement. Voilà. Donc, sujet central, là, on a eu le temps de dire beaucoup de choses. Une autre limite de l'IA, c'est la mémorisation. Aujourd'hui, l'IA est incapable de mémoriser quoi que ce soit, en dehors de son contexte, de sa fenêtre de contexte, comme je le disais. Et il y a autre chose, c'est que il n'y a pas une mémorisation réelle des données. C'est-à-dire que l'état, à chaque fois, il est reset. Sauf si on a des données d'entraînement, auquel cas on va l'alimenter de nouvelles données. Et donc, finalement, la mémorisation aujourd'hui dépend du volume des données qu'on lui donne. Et on en revient au grand modèle. C'est-à-dire que quand on est sur du grand modèle, on va avoir des connaissances peut-être plus générales et sur différents sujets, peut-être des sujets plus techniques. Quand on est sur un petit modèle, il va falloir peut-être se limiter à certaines fonctionnalités. Parce que la mémoire, les connaissances de l'IA vont être beaucoup plus limitées. Voilà. Sachant que quand même, il y a eu des papers écrits au début d'année 2024, dans lequel il y a déjà des choses, des solutions pour intégrer une micro-mémorisation, un micro-stockage des données à l'intérieur d'un modèle d'IA. Donc, potentiellement, et je pense que on en revient à la recherche et développement, c'est-à-dire qu'on en dépend majoritairement de ça pour faire des prospectives et pour penser business, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas cette brique-là de mémorisation, on peut pas faire certains produits. On peut résoudre ça avec des méthodes Retrieval Augmented Generation, mais en dehors de ce cadre-là, en fait, l'IA n'est pas capable de mémoriser quoi que ce soit, en dehors de son volume de connaissances, donc de ses datasets finalement. On en revient à ce qu'on avait dit la dernière fois, c'est-à-dire ici, on a pour l'apprentissage artificiel un gros volume de données,
et on va créer, par l'inférence, on va créer des abstractions, des prédictions sur les données, et c'est ce qui va permettre de rendre l'IA intelligente, dite intelligente. Voilà. Et au-delà de ça, eh bien, il y a le côté relationnel. Qu'est-ce qu'on attend d'une IA, encore une fois, en tant qu'humain? Et là, il y a un gros sujet. Autant, donc, entre la qualité de la connaissance et la relation, il y a la notion de biais. L'IA, en fait, on s'est rendu compte qu'à partir d'un texte, on doit trouver le token suivant, je le rappelle, c'est aussi bête que trouver le token suivant. En fait, on s'est rendu compte qu'il y a eu une émergence, c'est-à-dire que l'IA était capable de voir les données d'une autre manière, de les structurer, de leur donner une abstraction particulière, voire même il y a eu des cas où pendant un apprentissage on lui a donné des fausses données, et en fait l'IA s'est rendu compte que c'était des fausses données. Ils lui ont dit, il a répondu, ah mais vous êtes en train de me donner des fausses données, donc j'imagine que je suis dans le cadre d'un apprentissage artificiel, donc ça veut dire que la machine est quelque part est capable de raisonner. Et le problème c'est que ça dépend de ces données d'entraînement. Et ça peut faire des biais. Et notamment, il y a le biais du wokisme qu'on a repéré notamment dans l'IA de Google, donc qui s'appelait Bard, enfin qui est maintenant Gemini, dans lequel où au départ en fait, quand on générait des images de personnages historiques, il générait tout le temps des noirs, donc même des personnes qui étaient des personnalités, des Anglais, voilà, très connus. Des personnages de James Cook ou d'autres, ben en fait il les faisait noirs. Et ça c'est un biais qui est, alors, ça peut être un biais dans un sens comme un biais dans un autre. C'est-à-dire que je vais pas faire tout le sujet sur le wokisme, mais en tout cas d'un point de vue idéologique, ça pose quand même question de comment les données sont entraînées. C'est-à-dire que demain il pourrait y avoir des IA qui soient complètement religieuses. C'est-à-dire qu'elles ont un désir, une envie de promouvoir la Bible ou des croyances particulières. Et donc ça, c'est une limite aussi de se dire quel modèle on va utiliser. Par exemple, pour l'entreprise, il ne faut pas qu'il y ait du tout de données liées à des données religieuses. Donc dans quel cadre on a ces données-là? Pour quels usages? Et c'est là qu'il faut se poser la question. Donc c'est ma solution, c'est-à-dire il faut se poser la question, il faut le tester, et il faut voir si le contenu est suffisamment précis dans ses réponses et ne joue pas toujours la carte du biais de confirmation, à savoir par exemple les minorités, la colonisation a été est toujours aujourd'hui un problème ethnique et dans beaucoup de pays. Est-ce que comment on appelle ça, le sexisme est partout, voilà, en fait des vérités qui sont pas vraies, c'est-à-dire d'un point de vue contextuel de société. Ça retire pas au fait qu'il y a du racisme, qu'il y a du sexisme, voilà, mais il faut faire attention que le modèle ne réponde pas toujours la même chose, ne réponde pas ce genre avec ce biais-là pour toutes les réponses. Et notamment quand il est beaucoup trop formaté, on voit que dans ces réponses, elles sont assez placides. C'est-à-dire qu'elles sont pas tranchées, ces réponses. On a des IA, quand on leur pose une question, par exemple sur la peine de mort, elles répondent directement ce qu'elles en pensent réellement. C'est-à-dire que dans ces données, elle a une réponse tranchée. Mais dans certains cas, quand elle a tendance à chercher plus d'objectivité, mais pas toujours, parce que voilà, il y a aussi un segment idéologique qui peut être inspiré dans les données. Dans ce cas-là, elle peut aussi retirer la question, prendre un détour en disant oui, mais pourquoi vous posez cette question, ça dépend de chacun, etc., etc. Donc après, peu importe, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui attendent certaines réponses de l'IA. Très bien, mais il faut faire attention quand vous l'utilisez, et ça c'est une limite, c'est que les réponses vont dépendre très clairement des données d'apprentissage. Alors qu'évidemment, il y a des woke qui se disent « Ah, moi je veux des réponses de woke », bah oui, évidemment, voilà, ils vont utiliser un modèle qui est plus orienté là-dessus, pluriculturel, qui accepte, voilà, qui a plus de connaissances sur l'univers LGBTQ, IA+, etc. Après, on est pour ou contre, peu importe, mais voilà, il faut garder en tête que dans le cadre d'une entreprise, par exemple, je vois pas qu'est-ce que vient faire cette idéologie-là. Dans le cadre d'une entreprise, l'objectif, c'est de faire de la productivité et de faire de l'objectivité. Donc,
on oublie ces biais-là. On oublie ces biais idéologiques. On oublie la religion, on oublie, voilà. Par contre, dans un contexte, par exemple, historique, pourquoi pas parler de religion, mais plutôt sous le cadre de l'analyse religieuse. Comment la religion s'est intégrée dans l'histoire de l'humanité. Sujet intéressant, sujet sur l'Ancien Testament, par exemple. Tu peux poser des questions sur l'Ancien Testament, sur la division des peuples, la division des religions, l'histoire de Jérusalem avec... dans l'Ancien Testament avec toutes ces mondes musulmans, catholiques, enfin du christianisme et des juifs, du judaïsme, voilà. Donc, toutes ces religions ou par exemple l'histoire du Bouddha, bah, pourquoi pas, mais il faut toujours garder en tête qu'il faut pas faire des modèles. Quand on a un modèle professionnel, il faut faire attention à pas prendre un modèle qui aille dans ces biais-là. Donc voilà. Mais c'est pas que sur ces biais idéologiques, ça peut être des biais aussi où des données sont erronées. C'est-à-dire que tu poses la question sur un personnage historique, et dans ces données, il y a des données, des infos sur lui qui sont fausses, clairement fausses. Et donc il va les ressortir à toutes les sauces. Et j'en viens à un biais que j'ai pas marqué, c'est-à-dire, enfin qui en découle, qui est super important. En fait, c'est même pas un cercle qu'il faut mettre, c'est un rectangle. Pour mettre en gros, l'IA n'oublie jamais. L'IA n'oublie jamais. On ne peut pas faire oublier une IA une information. Ce n'est pas possible. Donc si vous partez d'un modèle qui est déjà biaisé au départ, sous une idéologie ou une autre, bah, votre IA elle sera toujours biaisée. Donc il faut repartir d'une IA qui a une base solide dans laquelle il n'y a pas de biais pour pouvoir arriver à avoir une relation avec l'IA qui soit beaucoup plus appréciable parce qu'il n'y aura pas des filtres en plus. Alors bien évidemment les biais, il y a aussi des biais sur des filtres not safe for work. Bah, ça peut vous arriver d'avoir envie, je sais pas, vous voulez écrire un roman érotique en vous aidant de l'IA, voire même en relecture, sauf que votre modèle ne vous le permet pas, parce que il y a un filtre not safe for work qui vous interdit d'écrire du contenu érotique. Et ben, dans ce cas-là, il faut trouver un autre modèle qui permet d'écrire du contenu érotique. Et là, moi, du coup, je vais être un petit peu peut-être pas en porte-à-faux avec certains qui prônent toujours le not safe for work. Il faut pas oublier que même si certains contenus peuvent paraître déstabilisants pour certains, c'est aussi des contenus qui sont dans la liberté de chacun, en fait. Il y a des contenus qui sont romantiques, il y a des contenus qui sont érotiques, il y a des contenus des contenus trash. Il s'agit pas d'aller vers du trash absolu, mais ça fait partie de nos libertés aussi de consommer un contenu particulier. Voilà. Et je pense qu'il faut aussi être un peu défenseur de ça et de dire, faut pas que des modèles qui sont limités par du no safe for work. Donc là, c'est biais idéologiques et biais donc NSFW. Voilà. Donc voilà, c'est aussi des choses. Enfin, je veux dire, moi j'ai plus de 18 ans, hein, plus de 20. Voilà, donc je suis majeur, donc j'ai le droit aussi à un contenu qui n'est pas celui d'un gamin de 12 ans. Voilà. Donc je veux bien qu'il y ait des filtres pour des gamins de 12 ans, et c'est important qu'il y en ait d'ailleurs. Ça va en fait dans les deux sens, hein, c'est-à-dire que dans certains cas, il faut des biais. C'est-à-dire que si on donne une IA à un enfant de 12 ans, il faut pas que dedans il y ait du contenu pornographique qui soit utilisable. Ou se renseigner sur des méthodes, enfin sur de la drogue, sur la fabrication d'armes à feu, ce genre de choses, hein, on est d'accord. Mais quand on a plus de 18 ans, qu'on est majeur et qu'on vit sur cette planète, pourquoi on n'aurait pas le droit à un accès à l'information beaucoup plus large? Je sais pas, on aime bien la bière, pourquoi pas avoir des infos sur la bière, la consommation de bière? Je sais pas, le nombre de bières consommées dans les pays. Alors je crois que c'est même pas filtré aujourd'hui, hein, ce genre de contenu, mais faut pas que les gamins aient accès à cette info en même temps.
Bon, moi, honnêtement, je suis pas, enfin, quand j'étais gamin, je regardais des tas de trucs bizarres du genre, hein, mais, mais je parle d'un point de vue général quand les adultes disent, ah, il faut protéger nos enfants, et ce que je comprends parfaitement, bah, il faut aussi, voilà, je reviens à l'idée que certains modèles peuvent et doivent être biaisés pour un certain contenu cible, notamment surtout quand le service est en ligne. C'est-à-dire que votre service, vous le mettez en ligne, vous voulez pas que du contenu trash apparaisse sur votre plateforme. Donc là, mettez des filtres not safe for work. Moi, j'incite les gens à le faire. Mais par contre, si votre contenu est 18+, arrêtez de mettre des filtres. Arrêtez de biaiser idéologiquement votre modèle. Voilà. Et si vous êtes dans du contenu professionnel, du contenu scientifique, arrêtez de le biaiser. Arrêtez de mettre de la religion dedans, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est un biais de IA, c'est-à-dire qu'il faut choisir ses datasets, il faut choisir comment on l'entraîne, pour qu'elle ait une bonne relation avec les données générales. Et donc, il faut adapter aussi en fonction de la cible. De la même façon que quand on crée un contenu 18+, on l'adapte à la cible. Ou pour des films grand public, par exemple, on le cible aussi pour les enfants. Bah là, c'est la même chose. C'est-à-dire que ça devient un contenu audiovisuel, l'intelligence artificielle. Donc, ça doit avoir les mêmes enjeux de limitation au niveau de la connaissance. C'est surtout ça que j'ai envie de dire. Peut-être tout le reste avant, j'ai été peut-être un peu bancal sur ce que j'ai dit, mais vraiment, la réalité, c'est ça. C'est qu'il faut s'adapter à la cible et aux besoins de l'entreprise. Et il faut pas oublier que l'IA n'oublie jamais. L'IA n'oublie jamais. Vous ne pouvez pas faire disparaître une connaissance d'une IA. Vous pouvez lui donner un principe de criticité, c'est-à-dire, en fait, vous lui donnez des données d'entraînement où à gauche, vous lui donnez des bonnes réponses et à droite, vous lui donnez des mauvaises réponses. Et dans ce cas-là, il va y avoir un effet. Ça s'appelle. À une époque, ça s'appelait les GANs, réseau adversaire, et en adversarial network. Et ces adversarial network, le principe, c'est qu'il y avait un discriminant qui disait si le contenu était viable ou pas. Et donc, il y a une façon de faire oublier à l'IA, c'est de dire que cette réponse est fausse et cette réponse est vraie, en fonction de la question. Mais l'IA n'oublie jamais. C'est-à-dire que même si vous faites ça, potentiellement, il se peut, il y a un risque non nul, que la connaissance qu'elle a ingurgitée à un moment donné, même si vous lui avez dit non, c'est pas la bonne réponse, vu qu'elle l'a stockée, elle est capable de la ressortir. Donc ça, c'est une limite de l'IA qui est assez majeure, qui fait partie des qualités de la connaissance, mais aussi de la relation qu'on entretient avec l'IA. Ensuite, au niveau de la relation, on parlait plus haut aussi de qu'est-ce qu'on attend de l'IA, post-mortem, voilà, et différents aspects, on va dire, humains, et en particulier le film Her. Donc là, j'ai presque envie de mettre une brique film Her, qui est finalement aujourd'hui une réalité. À une époque, c'était, enfin, quand c'est sorti, je ne sais plus d'ailleurs quand c'est sorti, film Her. Ça date, ça commence à dater maintenant d'ailleurs. Le film Her, d'ailleurs, je vous le conseille, hein, si vous l'avez pas vu, il est génial, ce film est merveilleux. 2014, ouais, donc ça a 10 ans. Ce film a 10 ans, d'ailleurs, je pensais que c'était beaucoup plus récent que ça. Ce film a 10 ans, il était en une anticipation complète de ce qu'on peut voir avec déjà ouais, pile 10 ans. Enfin, mois de mars, on est au mois de juin, donc. Mais c'était une anticipation complète de ce qu'on peut voir aujourd'hui avec des modèles comme GPT-4o, où on va pouvoir discuter réellement en multimodal avec une IA. Et ça, c'est juste assez incroyable de se dire que maintenant, c'est possible, quoi. On peut enfin vraiment dire qu'on est dans la science-fiction, quoi. Donc c'est assez incroyable. Je regardais parce qu'il y a je crois que j'ai fait des ronds qui étaient invisibles. Ah, c'est bon là. Ok. Et donc dans cet aspect relation, bah en fait il y a de plus en plus d'outils qui se développent pour pouvoir faire comme dans le film Her, mais dans un jeu vidéo. C'est-à-dire qu'on va avoir des personnages, des PNJ, personnages non joueurs, qui vont interagir avec nous. Alors alors ce sera encore plus magnifique avec de la VR ou de la réalité augmentée, avoir un humain dans la pièce, se promener dans une pièce et avoir des humains avec qui on peut interagir et qui nous donnent des quêtes et qui nous indiquent des précisions sur l'univers et peut-être certains humains qui auraient un secret ou
enfin humains ou d'autres créatures de l'univers virtuel, qui auraient des secrets à révéler, et en fait il faudrait l'interroger, il faudrait peut-être séduire la créature, l'humain, voilà. Il faudrait arriver à lui soutirer de l'information. On est dans du jeu vidéo, donc ça veut dire un peu de violence aussi, ça veut dire, mais ça va être du roleplay, c'est du jeu de rôle dans du jeu vidéo. Alors il y en a qui m'ont dit, parce que j'ai discuté avec des gens pour leur demander, vous en pensez quoi, vous, des PNJ qui seraient intelligents dans un jeu vidéo? Enfin, c'est une bonne question, quoi. Et il y en a plein qui m'ont dit, mais ça servirait à quoi? Ça servirait à quoi d'avoir... ok, ça rajouterait un petit contexte, mais alors, sans compter les limites, comme je disais, des données précises, du fait que y ait des biais, que ça puisse faire des erreurs aussi, que ça réponde à côté, que l'émergence soit pas complète, qu'elle croit à des choses qui ne sont pas réelles. Soit. Il y a des limites à ce niveau-là encore aujourd'hui. Soit. Demain, imaginons qu'on arrive vraiment précisément à l'éduquer, à faire en sorte qu'elle ait une connaissance précise de son univers et qu'elle ne puisse pas sortir de ses plates-bandes. Voilà, on a une baguette magique, on peut faire tout ça. On est sûr que à aucun moment, voilà. Ça c'est une limite aujourd'hui. Hein. Je pense qu'au dans l'histoire de l'IA, je pense que ça arrivera jamais qu'une IA ne puisse pas être détournée. Déjà parce qu'on a nous-mêmes en tant qu'humains des faiblesses psychologiques. Je pense que ça s'applique de la même manière sur une IA. Voilà. L'IA pour être plus intelligente que l'humain, ça c'est possible, parce qu'elle travaille sur beaucoup de plus gros volumes de données, donc elle a une meilleure connaissance des sujets. Donc si jamais il y a derrière en plus une mémorisation, on peut aller vraiment très loin, on peut vraiment repousser les limites de l'IA. Mais quand même dans les limites aujourd'hui, et donc ce qu'il me disait, c'est qu'effectivement, parler, interagir avec un PNJ dans ce cas-là, enfin, à quoi ça servirait? Ça rajouterait de quoi? Alors moi, j'ai une piste hein, quand même, c'est que ça permettrait de faire beaucoup plus de roleplay qu'aujourd'hui, et notamment dans des univers open world où peut-être on pourrait imaginer des mécaniques liées à cette conversation qui soient plus libres. Et du coup, on doit voilà, séduire, faire peur, inciter la personne, la pousser. Alors bon, évidemment, il y a une dimension aussi éthique, hein, morale, certes, mais bon, dans les jeux vidéo, des fois, on quitte notre moralité, on quitte un peu notre éthique. Donc pourquoi pas, ou voir essayer de soutirer des informations à un PNJ en particulier, en fonction de comment on agit dans l'univers. Voilà, ça peut être aussi une piste, et une autre piste aussi, ça évite aux développeurs d'écrire tous les textes, et ça prend du temps, mine de rien. Donc donner un background au personnage, ça permet déjà de réduire le gap, déjà d'avoir des personnages qui soient peut-être plus riches au niveau du caractère. C'est-à-dire si on dit que le personnage il est de famille, je sais pas, une famille aisée, mais le père était absent, et puis en fait il a découvert des pouvoirs magiques en sauvant sa sœur d'une noyade, et voilà, on peut construire comme ça un background dans lequel on a un personnage qui devient peut-être autoritaire parce que il a besoin d'autorité durant sa vie, pour X ou Y raison. Finalement, on rentre un petit peu dans le côté romancier, mais sans tout raconter, sans dire réellement toutes les étapes de sa vie, mais simplement en écrivant un background assez profond sur le personnage. Finalement, on peut peut-être plus travailler nos personnages dans les jeux vidéo. Donc c'est quelque chose qui est envisageable. Soit jeux vidéo, soit des films ou voilà des animations, ça peut être un sujet intéressant. On peut poser la question à un personnage historique en écrivant voilà tout son background. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est une question d'un point de vue relationnel, on va dire. Donc la limite ici, pour l'instant, c'est technologique, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore des solutions parfaites. Il y en a de plus en plus. Il y en a une qui s'intègre dans Unity maintenant, qui va s'intégrer sans doute dans Unreal Engine, si ce n'est pas déjà le cas. Donc il y a des solutions. Je crois que ça s'appelle Conrad. Je crois que c'est le premier mot qui me vient en tête. Game Design AI, je crois que c'est... Non, comme... Conai. Je sais... Non, c'est pas Game Design AI. API, je crois que c'était un truc comme ça.
Je vais voir sur mon Facebook. J'avais partagé. Ah, c'est Convai. Ah, mais j'étais pas loin du. Alors, Convai Game Design AI. Donc, c'est voilà, avoir des créatures virtuelles. Donc, on a différentes vidéos alors qui sont sorties. Alors, elles ont été très critiquées à la sortie. Mais voilà, bon, pourquoi pas. Voilà, c'est une piste d'évolution possible en fait, et pourquoi pas. Et ça repousserait, en fait, ça repousserait les limites du jeu vidéo. Finalement, ce serait un moyen de. Mais il faut voir aussi la puissance de calcul. Donc ça, c'est une limite. Par contre, en le mettant dans un jeu vidéo, il faut absolument pas dépendre du cloud. Ça, j'espère qu'ils vont y penser. Parce que bah après ça dépend aussi du flux réseau, puis surtout on va générer énormément de contenu, donc il faut que ça aille vite. Il y a aussi une limite au niveau infrastructure. Voilà. Et ensuite dernier sujet de ma vidéo qui est sur la limite au niveau décision stratégique. J'en ai rapidement parlé. J'ai dit est-ce qu'on doit tout laisser, on doit laisser toutes les décisions à l'IA. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen, un moment de rajouter l'humain dans le processus de vérification. Et moi, je pense que oui. Parce que on a déjà un exemple avec des avocats en Amérique du Sud qui ont décidé d'utiliser ChatGPT pour prendre des décisions juridiques. Alors, quand c'est prendre des décisions juridiques, ça pose un peu question quand même. C'est en fonction des biais, hein, on en parlait des biais, on a parlé de la qualité de la connaissance, de la formation précise, où il pourrait peut-être inventer des données. On parlait, comment on appelle ça déjà, voilà, des hallucinations sur des informations. Donc le fait que ce soit hallucinatoire, j'aurais pu le rajouter ici, le répéter, même si j'en avais parlé dans les vidéos précédentes, des hallucinations. Mais c'est voilà un des schémas, une des grosses limites au niveau de cette qualité de la connaissance, les hallucinations, et laisser un pouvoir de décision à une IA qui peut potentiellement halluciner, ben, je trouve pas que ce soit une bonne idée. Alors, il y a des utilisateurs qui maintenant, donc des avocats, des juges qui l'utilisent simplement pour récupérer un texte de loi, parce qu'on peut pas non plus, je peux comprendre que même dans ces disciplines, il y a tellement de lois qui sortent que c'est peut-être difficile, suivant le sujet, de retrouver toutes les lois. Faut pas oublier qu'avant, les avocats, les juges allaient chercher dans des ouvrages gigantesques, alors, maintenant qui ont été numérisés évidemment, mais qu'on peut retrouver sur les J-France, hein, tout le monde peut y accéder. Ça a même été commit sur GitHub, hein, on a tous les textes de loi qui sont... ils ont eu l'idée de faire des commits, donc ça, à chaque fois c'est une mise à jour de la loi. C'est un commit, voilà, donc c'est un petit peu... Bon, c'est le côté drôle pour les développeurs. Mais surtout, ce qui est intéressant à noter, c'est que ces décisions stratégiques, elles pourront remplir peut-être demain des décisions politiques aussi, géopolitiques. Laisser un robot prendre une décision, tuer quelqu'un, sauver des gens. Donc on a, dans la même veine que film Her, on a, comment ça s'appelait déjà, iRobot. Ah oui, voilà, 2004. C'est celui-là, 2004. Voilà. Et je me demandais le personnage. Donc il y avait effectivement Will Smith, mais il y a des acteurs quand même assez connus. Et oui, il y a une bonne critique en plus, je crois, sur la totalité. 3,3. Ah, 3,7. Bon, 3,7 quand même, ça a plu aux spectateurs, hein. Non, mais enfin, moi je recommande de voir ce film, hein, si vous l'avez pas vu, si vous êtes trop jeune peut-être pour l'avoir vu. C'est quand même encore intéressant, je pense, de le voir aujourd'hui, de voir cette anticipation qui est assez folle du robot. Il y a aussi la série Real Humans. Real Humans, alors il y a une version américaine, mais il faut prendre la version suédoise, la version d'origine, qui est une vraie pépite. Il faut vraiment voir cette version suédoise. Elle est pas terminée, c'est-à-dire qu'ils ont... En plus, enfin non, elle termine pas vraiment sur un cliffhanger parce qu'il y a quand même une fin. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage, ils ont pas voulu terminer. C'est pour ça les Américains, une boîte américaine a voulu reproduire la série. Moi, j'ai pas accroché dès le premier épisode de l'adaptation américaine, déjà parce que c'est une copie conforme. Ils ont pas rien inventé et
Ouais, enfin moi ça m'a pas plu. Non, vraiment je vous conseille la version suédoise. Il y a 12 saisons et sorti en 2012. Hein, voilà, ça a déjà 10 ans. J'ai un peu plus de 10 ans, même 12 ans. C'est vraiment excellent, vraiment vraiment excellent cette série. Donc voilà, décision stratégique. Bah moi, mon point de vue, c'est bien pour avoir de l'information, mais il faut encore garder l'humain au milieu. On peut pas se passer d'un humain à un moment donné pour prendre une décision. Je pense que euh, c'est super important en fait. Ça doit rester un outil, ça doit permettre d'aider à la décision, ça doit permettre d'analyser énormément de corpus, ça doit pouvoir répondre à des questions, ça va pouvoir s'intégrer dans un jeu vidéo, ça va pouvoir créer des formes d'audiovisuel, des images, des vidéos, du son, de la musique, comme Suno par exemple. Mais voilà, faut pas non plus aller trop loin dans les décisions, surtout quand c'est géopolitique, quand ça touche des êtres humains, des êtres vivants. Voilà, il faut faire attention à ça, je pense. C'est un peu une limite de l'IA, c'est qu'il faut pas non plus lui donner toute la main. Et je parle même pas de Terminator, je parle juste d'un univers dans lequel toutes les IA prendraient des décisions qui leur vont comme ça. Alors il y en a une, hein, grosse qui est reliée à BlackRock et qui permet de faire de l'investissement sur les marchés boursiers. C'est vrai que là j'en ai pas du tout parlé, mais c'est effectivement un élément aussi de business, d'investissement, c'est-à-dire automatiser le côté fonds monétaire et en bourse, la mise en bourse. Ça peut être aussi l'analyse de crypto-monnaies pour acheter et vendre. Alors j'ai pas vu passer de modèle, mais je pense qu'on peut très facilement, comme je disais, avec un modèle transformant, on peut faire ça. Donc voilà, potentiellement on peut faire à peu près tout et n'importe quoi, et demain on pourra faire même plus que n'importe quoi avec. Voilà, donc je pense que d'un ce point de vue-là, on se dégage des limites. Moi j'ai voulu faire ce sujet-là maintenant parce qu'en fait il y a énormément de choses qui explosent dans le monde moderne, et on voit encore des nouvelles limites apparaître, mais il y a aussi des limites qui viennent de disparaître avec l'explosion du multimodal, avec le fait que demain il y aura aussi peut-être de la mémorisation qu'on n'a pas aujourd'hui, moyen et court terme. Mémoire à court terme, ça peut être intéressant quand même. Rajouter quelque chose qui ne correspond pas à une fenêtre de contexte, mais bien un élément factuel de contenu réel. Par exemple, on donne notre prénom, il faut que l'IA soit capable de ressortir notre prénom, quoi. Voilà. Évidemment, il y a des solutions alternatives, comme je disais, d'utiliser des flux à côté. C'est le cas notamment de l'application Replica. Voilà. Ou iDungeon aussi, iDungeon qui est un des premiers à avoir utilisé l'IA pour faire du jeu de rôle. Alors, c'était à GPT-2 en plus, hein, c'était avant le choc GPT-3, c'était un an avant. Ça fait plus de 3 ans et encore, peut-être même 4 ans, iDungeon. Je crois que ça date, hein. Alors maintenant ils ont une version V2, mais 2019, ouais, voilà, 2019 quoi. Ça remonte à 4 ans techniquement, ouais, 4-5 ans. En plus ils ont permis la montée multijoueur. Alors moi j'ai quitté un peu iDungeon parce que je trouvais que leur nouveau modèle, il était plus assez efficace. Alors il y a eu en plus un peu une erreur de gestion financière dans leur business model, et ça a été un petit peu un échec de ce point de vue-là. Je trouvais aussi que ça faisait pas assez bien évoluer les fonctionnalités. Je pense que ça avait été une discussion que j'avais fait avec quelqu'un. On se disait en fait que l'IA, il faut aussi la baser sur quelque chose de factuel. Je parlais dans les limites de passer par exemple dans un contexte applicatif, quand on a une formule mathématique, le faire dans un vrai algo à côté. Mais ça suppose aussi de pouvoir faire l'inverse. C'est-à-dire que quand on veut mettre de l'IA dans un jeu vidéo, il faut d'abord avoir les mécaniques d'un jeu vidéo. Et après on rajoute de l'IA, pas l'inverse. Faut pas partir de l'IA pour faire un jeu vidéo. Alors peut-être demain on pourra le faire, peut-être demain on aura des modèles qui le feront. Mais en fait, faut garder toujours la main aujourd'hui, même si c'est pas des décisions stratégiques, même sur des œuvres type jeux vidéo, faut toujours garder en tête que vaut mieux partir de quelque chose qui est bien structuré, bien compact, sur lequel on peut faire des reviews, des revues de code. On peut le débugger, on peut le corriger, plutôt que de laisser la main à l'IA. Voilà. Et ça, pour moi, c'est super important dans les limites de l'IA aujourd'hui. Faut pas lui donner la totale confiance dans cette nouvelle technologie. Et mon message s'adresse aussi aux investisseurs. Faites attention à quels investissements vous faites.
N'allez pas sur des solutions qui sont aujourd'hui tellement primaires et où derrière l'entreprise en question ne fait même pas de R&D. Lâchez l'affaire, quoi. Lâchez l'affaire, vous allez être vite débordé par d'autres solutions. Le monde de l'IA aujourd'hui va tellement vite que ça sert à rien de perdre du temps et de l'argent sur des technologies comme ça qui vont être rapidement dépassées. Voilà, à mon sens, c'est une information. Voilà. Donc on a fait, je pense, pas mal le tour des limites de l'IA. Je pense que j'aurais fait à peu près 1 heure et demie. J'ai pas vraiment compté le temps. Je pensais le faire en 2 parties. Finalement, une bonne partie avec tout le contenu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire de cette vidéo ou en réponse sous mes posts LinkedIn. J'y répondrai sans problème. N'hésitez pas non plus à poser, à peut-être amener un autre sujet sur la table. J'aurai peut-être encore 1 ou 2 sujets en vidéo que je pourrais faire, et puis en fonction de toute façon de l'évolution de l'IA, j'aurai encore des choses à rajouter et à faire évoluer peut-être ce schéma-là aussi. Évidemment, il y aurait tellement d'autres contenus à mettre en avant. Là, j'ai voulu un petit peu ratisser large sur différents contenus. Je pensais que les limites, c'était important aussi d'en parler, parce que c'est pas simplement parler des limites, mais c'est aussi toutes les fonctionnalités qu'il y a derrière. Et souvent, quand on parle d'IA, on a un petit peu la baguette magique qui permet de résoudre tous les problèmes, alors que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il y a quand même des limites qu'il faut prendre en compte, et quand on fait de l'investissement, qu'on soit un investisseur, on apporte un capital financier, ou qu'on soit un simple entrepreneur, enfin, simple entrepreneur, c'est pas le bon mot, mais pas la bonne expression, mais quand on a un projet vraiment métier derrière, auquel on doit vendre un produit, il faut aussi prendre en compte aussi l'aspect technique qu'il y a derrière. Il faut pas taper sur vos ingénieurs ou vos développeurs parce qu'ils n'arrivent pas à faire à la perfection le logiciel dès la première capture, parce qu'il y a des limites à ça. Il y a des limites à l'IA. Donc laissez aussi vos développeurs faire des expérimentations, de regarder, faire de la R&D, de la veille technologique, parce que en fait, même nous en tant que développeurs, quand bien même on est qualifié, moi j'ai fait énormément de recherches et d'études dessus, et je continue à en faire, je continue à faire de la veille, je regarde énormément de vidéos, je lis énormément de contenu en anglais, je passe des heures dessus, j'expérimente, c'est-à-dire je fais pas simplement que de lire, je teste aussi en grandeur nature. Là, depuis 2 jours, je suis sur l'automatisation d'un modèle d'IA, des données d'entraînement, c'est-à-dire on a des corpus, ça génère un dataset, donc ça de manière automatique. Le dataset, il est envoyé sur Hugging Face. Ce modèle de dataset est récupéré pour l'entraînement. Pareil, il est automatisé. Là, je viens de le finir aujourd'hui. Je viens d'automatiser l'entraînement. Une fois qu'il est entraîné, il est mis sur du Docker. Enfin, pas sur du Docker. D'abord sur Hugging Face. Et après, en fait, le modèle est récupéré. Il est encapsulé dans une image Docker. Pareil, il est automatisé. Il est mis en ligne. Et après, c'est RunPod, le service en ligne, qui me permet de l'utiliser. Oui, je voulais terminer aussi sur les services qu'on peut utiliser, les plateformes d'IA. Donc je disais pour tout ce qui est serveur, on a Google Cloud, Amazon, Azure. On a un peu limité, mais sinon il y a des services alternatifs qui sont VastAI qui permet d'avoir des machines virtuelles en 3 clics, et c'est en fonction du coût de la machine. On a RunPod qui permet d'avoir la même chose que VastAI, mais également des services à la demande. Et du coup, on peut mettre un modèle en ligne, on l'utilise comme ChatGPT. Et donc RunPod et Replicate, c'est à peu près les mêmes services. Ils ont juste des méthodes de déploiement différents. Moi, j'ai préféré RunPod parce qu'il y avait beaucoup plus de paramétrage possible. Et je trouve que c'est beaucoup plus facile. On peut avoir ses propres outils pour le faire. Moi, j'ai trouvé que c'était pratique au niveau aussi de la montée en charge. Alors peut-être Replicate a aussi ces solutions. Donc je vous invite à tester les deux. De toute manière, je suis pas là pour vendre un produit ou un autre. Simplement, allez-y, regardez ces différentes méthodes. Évidemment, Hugging Face pour stocker des modèles et des datasets, ou aller trouver des existants. Moi, j'ai trouvé, il y a OpenOrca par exemple, qui a un dataset très utilisé pour entraîner un modèle d'IA depuis 0. Ensuite, il y a des datasets disponibles sur Kaggle, qui est une plateforme beaucoup plus ancienne que Hugging Face, qui date d'il y a au moins 15 ans, qui marchait déjà à l'époque avec la bibliothèque TensorFlow. Alors, faut voir la compatibilité, parce que maintenant, quasiment tout le monde a abandonné TensorFlow pour passer sur du Torch PI, enfin Python, la version Python. Donc, on a vraiment changé complètement de technologie, donc il y a peut-être des choses qu'on ne peut pas utiliser en tant que modèle.
mais en tout cas vous trouverez de la documentation, des gens qui font de la recherche, des gens qui peuvent vous apporter des réponses et des datasets disponibles en ligne. Google Colab, qui est une des plateformes les plus utilisées, je pense que tout ingénieur, développeur d'IA connaît, qui est un notebook en ligne. Donc notebook, contrairement aux mots, ça signifie qu'on peut exécuter du code en ligne. Et notamment, si vous allez sur notebookpixmel.com, donc ça c'est mon notebook éditeur en ligne que vous pouvez utiliser. Alors, vous pouvez pas faire de l'IA encore aujourd'hui, enfin si, parce que j'avais codé un début de fonctionnalité où on peut générer là par exemple du texte avec Bloom. Alors Bloom c'est pas forcément la meilleure IA sur Hugging Face, mais voilà, vous pouvez le notebook ressemble à ça et vous avez des instructions que vous pouvez exécuter progressivement. Par exemple là pour le benchmark, vous pouvez exécuter ce code là, mais s'il est erroné vous pouvez remodifier, relancer et ça garde une trace du code en amont. Et là donc là je vais tout exécuter d'un coup. Et là, par exemple, ce code-là me permet d'évaluer, faire un benchmark sur les fonctions les plus efficaces, les plus rapides. Donc ça, alors le benchmark, le système de benchmark, c'est moi qui l'ai codé, tout est codé à la main. Et donc c'est un book editor que vous pouvez utiliser. Là, par exemple, il y a une interface Python aussi, ça charge du Python dans le navigateur et ça exécute du Python dedans. Voilà. Donc là, ça va télécharger une image de chat. Pour l'instant, ici, voilà, il y a une commande pipe, donc on installe des bibliothèques nécessaires. Et voilà, ça télécharge une image de chat et ça l'affiche ici. Donc voilà, il y a des solutions comme ça, mais alors une des solutions les plus utilisées, c'est Jupyter. Hop. Jupyter Notebook. Donc ça, vous pouvez le télécharger en Python local sur votre ordinateur. Je vous le recommande en fait si vous faites du Python, allez pas sur si vous faites du JavaScript, par contre n'hésitez pas à aller sur mon service libre en ligne qui vous permet voilà sans installer quoi que ce soit de pouvoir exécuter du code JavaScript comme vous voulez dans votre navigateur. Voilà. Donc ça c'est plutôt cool si vous avez besoin de tester du code pour le débugger, faire des petits calculs de maths, voilà la con. N'hésitez pas à aller dessus, voilà, c'est disponible. Et sinon, j'ai aussi un éditeur. Alors, j'avais marqué en. Est-ce que j'avais marqué? Non, c'est PrettyEye que j'avais marqué, je crois. PrettyEye.pixmel.com. On a du coup donc là, en fait, je reprends les IA disponibles qu'on utilise généralement sur le marché. On a ChatGPT, DeepSeek, très bien pour les maths. Sur les plateformes Hugging Face, donc il y a Gemma. Gemma, c'est un modèle d'IA de Google. En fait, c'est la base pas de Gemini, mais plutôt de Bard, et qui a été mis en open source. Open Assistant, Tiniyama, donc Yama, c'est un des plus connus, un des modèles les plus connus. Il y a YiChat aussi 1.5, qui est en fait un modèle chinois, mais qui est maintenant bien évolué. Il y a Mistral aussi. Et alors vous pouvez donc choisir le service que vous voulez, même le 4.0, hein, c'est le dernier de ChatGPT. Vous mettez la clé ici. La clé n'est pas envoyée sur les serveurs, elle est gardée en local sur votre ordinateur. Si vous rentrez une clé, alors ça marchera pas parce qu'il faut une vraie clé. Mais en fait, si vous allez dans les données de l'application, donc ça reste sur votre ordinateur. Toutes les données restent ici et sécurisées. Voilà. Donc tout reste sur votre ordinateur. Donc n'hésitez pas, voilà, j'ai mis en place un dark mode, vous pouvez parler à l'IA. Il y a un text-to-speech, français-anglais, il faut choisir. Le markdown pour afficher du contenu un peu plus riche, notamment du gras et des choses comme ça. Et scroll auto, vous allez voir, ça scroll directement à la réponse. Vous pouvez générer du texte ou vous pouvez générer aussi de l'image. Pour l'instant, j'en ai mis 3 de Stable Diffusion, qui sont directement mis en ligne, utilisables depuis Hugging Face. Donc vous mettez juste votre clé Hugging Face, vous cliquez ici pour choisir image et vous générez votre image. Voilà. Donc c'est pareil, c'est un client un petit peu mais multimodal, et donc vous pouvez voilà, vous amuser avec. Dans une des évolutions que j'avais en tête, aussi faire des presets différents
mais j'ai pas pu avancer là-dessus, j'étais dans d'autres choses. Donc voilà, il y a différents outils comme ça. Et donc le plus connu, c'est Google Colab, où vous avez un notebook editor dans lequel vous avez ça exécute vraiment du Python derrière, comme sur Jupyter, mais dans le cloud. Et donc vous avez de la puissance de calcul et vous pouvez faire tourner vos modèles comme vous le souhaitez. Et donc après, rapidement, j'avais une petite liste de modèles. Pour du modèle propriétaire, donc vous avez ChatGPT, vous avez Copilot de Microsoft qui est hérité du modèle GPT-4, mais qui est un petit peu plus évolué. Enfin, ils l'ont fait différemment, ils ont encapsulé ça dans des outils aussi derrière. Gemini, qui est la solution de Google, Cloud de Anthropic, ils sont intéressants aussi, hein. C'est pas parce qu'ils sont propriétaires que voilà. Et c'est surtout les modèles les plus développés aujourd'hui. Voilà. Et en open source, vous avez Mistral, donc Mixture of Experts, 8 x 7B, 8 agents pour 7 milliards de paramètres. Vous avez le modèle Llama de Facebook, le modèle Gemma de Google, donc qui est le modèle primaire de Bard, plutôt que Gemini. Enfin, c'est entre les deux, on va dire. Il y a Falcon, donc qui a été un peu précurseur en Mistral à faire un modèle super grand, un grand modèle, et voilà. Il y a Grok de Twitter X, donc c'est Elon Musk qui l'a développé, qui est en ligne sur Twitter, mais qui est disponible aussi donc payant sur X maintenant, x.com, mais qui est aussi disponible en libre. Et Apple qui a développé énormément de petits modèles qui s'appellent OpenElm, que vous trouvez sur Hugging Face aussi, qui sont hébergés, vous pouvez les récupérer. Et ensuite Stable Diffusion, pareil, c'est à la fois propriétaire, à la fois open source, comme Grok. C'est-à-dire que vous pouvez récupérer les modèles et pouvez les faire tourner sur votre ordinateur sans problème. Ou utiliser voilà l'API de Hugging Face dans mon outil ici. Il n'y a pas de souci. Il n'y a rien qui est stocké, hein, tout est en local, donc n'hésitez pas évidemment. Voilà. Donc j'en ai fini avec ça. Je pense c'est un gros sujet, mais sujet très important à l'heure actuelle, et surtout pour pouvoir suivre un petit peu la ligne et l'évolution de l'IA dans ce domaine-là. Donc c'est à la fois du rêve, encore un futur, des perspectives intéressantes, mais des limites aussi aujourd'hui sur la qualité. C'est pas une solution qui répond à tout, c'est pas une solution. Il faut trouver un objectif particulier, il faut savoir gérer les données qu'on veut lui donner, et surtout n'oubliez pas, l'IA n'oublie jamais.